Mais il est clair que Netanyahou sans Bennett n'a pas de majorité. Et vous imaginez bien que si sa majorité dépend de Bennett, Bennett ne signera pas avec lui un accord de rotation similaire à celui qu'il avait signé avec Gantz. Donc l'administration Biden connaît ces sondages et estime que Netanyahou ne sera pas Premier ministre. Eh bien, il est 8h08 sur Studio Kalita. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel, Boker Tov. Boker Tov et Chodesh Tov. Chodesh Tov, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on s'inquiète un petit peu, il faut bien l'avouer, du silence de l'administration Biden qui, plus de 3 semaines après l'arrivée du président américain à la Maison-Blanche, le président n'a toujours pas trouvé le moment opportun pour téléphoner à Binyamin Netanyahou. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce silence prolongé ? D'abord, lorsque vous dites « on s'inquiète », je ne sais pas au nom de qui vous parlez. Je suis sûr que le Premier ministre et son entourage sont inquiets de ce silence. Voilà, c'est cela. Et je pense que la raison principale, en fait, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que l'administration Biden attend d'abord le résultat des élections du 23 mars. N'oubliez pas que Netanyahou est un Premier ministre sortant et que l'identité du prochain Premier ministre d'Israël sera décidée le 23 mars. L'administration Biden regarde les sondages, suit de façon très proche la politique israélienne. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a tout un contentieux historique entre Biden et Netanyahou. Je vous rappelle la tension entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou, en particulier en 2005 au moment des négociations pour l'accord sur le nucléaire, lorsque Biden avait boycotté le discours de Netanyahou au Congrès en mars 2005, alors que Biden, en tant que vice-président, aurait normalement dû être présent. Donc il y a d'abord une histoire entre les 2 hommes, et puis, comme je l'ai dit, l'attente de l'administration pour voir ce qui sortira des élections du 23 mars. Ce qui veut dire que vous pensez que jusqu'au 23 mars, il n'y aura pas de contact entre Biden et Binyamin Netanyahou ? Non, je pense que Biden appellera d'ici le 23 mars, mais je pense qu'il repousse l'échéance au maximum, justement pour envoyer un message à Netanyahou. Comme je l'ai dit, ce contentieux entre les 2 hommes. Et puis je pense aussi que lorsque Biden finalement se prépare à renégocier l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, il veut d'abord s'assurer du soutien, ou en tout cas coordonner ses positions avec les différents alliés des États-Unis dans la région. Et peut-être que là, il envoie un message à Israël en disant que les États-Unis n'ont pas qu'un seul allié au Proche-Orient lorsqu'il s'agit de l'Iran. On sait très bien que sur la question iranienne, il y a un désaccord entre Netanyahou et ce qui fut l'administration Obama et aujourd'hui une grande partie des conseillers de l'administration Biden. Je ne pense pas qu'il repoussera cet appel après le 23 mars, mais je pense qu'il repousse l'échéance au maximum. En fait, donc, il lui donne une leçon. C'est une manière pour l'administration Biden, pour Biden lui-même, de donner une forme de leçon à Binyamin Netanyahou pour son comportement au cours des 4 dernières années ? Je ne dirais pas des 4 dernières années. Je parle plutôt de la période avant les 4 dernières années, c'est-à-dire la période de l'administration Obama, en particulier la deuxième administration Obama. Et je vous ai rappelé le discours de Netanyahou au Congrès en 2005. Biden n'a jamais oublié ce discours, qui était finalement une tentative d'en appeler au Congrès à se rebeller contre le président. On appelait aux démocrates à se rebeller contre leur propre président et leur vice-président à l'époque. C'est ça le véritable contentieux historique. Mais est-ce que vous pensez que finalement, au bout du compte, même s'il y a ce contentieux, il restera présent probablement, surtout si Binyamin Netanyahou doit être réélu, mais est-ce que vous pensez que dans l'administration Biden, on a l'intention de le faire sentir perpétuellement, en permanence, durant les 4 prochaines années, ou alors finalement c'est une manière pour l'administration Biden de remettre Binyamin Netanyahou à sa place et au bout de quelques temps, on va passer à autre chose et essayer d'impliquer par exemple aussi Israël dans d'éventuelles négociations pour un nouvel accord avec l'Iran ? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de remettre à sa place ou de ne pas remettre à sa place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse incertitude sur l'issue des élections en Israël. Vous avez parlé tout à l'heure
de la tension qui monte entre Netanyahou et Bennett. Il est clair aujourd'hui que Netanyahou n'a pas de majorité et que seul Bennett éventuellement C'est pas tout pourrait à lui en fait donner. clair, hein, Emmanuel, parce qu'il y a certains C'est très sondages, clair. C'est très clair. qui lui donnent quand même même 61 mandats Avec Bennett. avec Bennett, bien entendu. Et c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Netanyahou n'a pas de majorité, je répète ce que j'ai dit. Et il n'y a uniquement avec le soutien de Bennett qu'il en aurait une. On ne sait pas évidemment quelle est la position de Bennett puisqu'il reste dans un flou historique, dans un flou artistique total. Il ne révèle pas ses cartes, mais il est clair que Netanyahou sans Bennett n'a pas de majorité. Et vous imaginez bien que si sa majorité dépend de Bennett, Bennett ne signera pas avec lui un accord de rotation similaire à celui qu'il avait signé avec Gantz. Donc l'administration Biden connaît ces sondages. L'administration Biden sait exactement ce qui se passe dans la politique israélienne et estime que Netanyahou ne sera pas Premier ministre après le 23 mars. Et il se comporte en tant que tel. Donc il prend le risque, Benyamin Netanyahou même donc puisse être réélu, et malgré tout, cela entraînerait alors de vives tensions avec l'administration américaine. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire serait réélu? Netanyahou, comme je l'ai dit, n'aurait pas de majorité sans Bennett, et imaginez quel genre de coalition Bennett exigerait. Ce serait en réalité Bennett qui exigerait le poste de Premier ministre avec une rotation en étant le premier. Et ça aussi, l'administration Biden le comprend. Si un éventuel gouvernement Netanyahou de 61 dépend de Bennett, vous imaginez bien que Bennett exigera une rotation en étant le premier, ce que Netanyahou ne lui donnera pas. Donc c'est pour ça que tous ces scénarios hypothétiques, l'administration Biden les connaît et semble avoir parié sur le fait que Netanyahou ne sera pas Premier ministre après le 23 mars. Alors, il y a eu, on va dire, un développement presque pas anecdotique, mais assez étonnant qui s'est produit il y a 2 jours. C'est cet appel lancé par Danny Danon, l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, qui a tout simplement demandé à Joe Biden, appelez Binyamin Netanyahou, voici son numéro. C'était une démarche plutôt inattendue, surtout de la part d'un homme qui a été au sommet de la diplomatie internationale en tant qu'ambassadeur des Nations Unies d'Israël aux Nations Unies pendant 6 ans. Qu'est-ce qui se cachait derrière cet appel de Danny Danon? Le fait qu'il n'a pas été placé sur la liste de Likoud par Netanyahou comme il l'avait supplié. Netanyahou avait certaines places en tant que chef du parti où il peut nommer ses propres candidats. Il y en avait 3 ou 4. Il a mis Danny Danon ayant été un ancien député et ministre du Likoud, puis ambassadeur aux Nations Unies, pensait et il avait raison qu'il était normal qu'il soit choisi sur la liste. Au lieu de ça, Netanyahou a placé ses traditionnels bouffons du roi dans les médias sur la place 10 et 40. C'est comme ça qu'on est aujourd'hui sélectionné au Likoud. C'est pas par ses qualités, c'est pas lorsqu'on est un ancien ambassadeur aux États-Unis, c'est lorsque l'on fait l'éloge de Netanyahou dans les médias. Donc en fait, Danny Danon a exprimé sa frustration avec ce tweet. Oui, c'est donc tout à fait politique et électoral. Ça rappelle que effectivement, Danny Danon avait été en fait écarté dans une sorte d'exil doré aux Nations Unies par Binyamin Netanyahou, qui le trouvait trop encombrant, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé... Je veux dire, comment est-ce que Netanyahou nomme les gens aujourd'hui? Et dont Danny Danon aux Nations Unies? C'est uniquement... Les calculs sont uniquement politiques. C'est pas en fonction de qualité des gens qu'on est nommé aujourd'hui autour de Netanyahou. C'est uniquement soit si on est servile, soit si on le dérange et on lui fait de l'ombre. Donc c'est pour ça que Danny Danon a été exilé à New York. C'est pour ça qu'il n'a pas été nommé sur la liste du Likoud alors qu'il aurait dû l'être. Et qu'au lieu de cela, il a mis une espèce de journaliste qui fait une soi-disant journaliste, disent-elles, qui écrit des articles d'éloges personnels dans Israël Hayom, dans son journal personnel. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui le pays est géré ou non géré. Et c'est un autre symptôme de la dégradation politique aujourd'hui en Israël. Qu'est-ce que cette situation peut avoir comme impact dans les relations avec les États-Unis? Vous avez dit pour l'instant les Américains restent très prudents. Quel est l'impact immédiat à supposer en particulier si Binyamin Netanyahou est réélu? Est-ce que vous pensez que les Américains resteront dans leur position très attentiste, très réfractaire par rapport au Premier ministre?
Vous savez, vous ne cessez de dire au cas où Netanyahou serait réélu. Oui, parce que c'est un cas de je figure pense que aussi. non, mais ce scénario n'est pas réaliste, Daniel. Ce scénario n'est pas réaliste. Je m'excuse de me répéter, mais la seule scénario dans lequel il pourrait se maintenir au pouvoir serait grâce à Bennett. Vous imaginez bien que Bennett ne lui donnera pas le poste de Premier ministre sur un plateau d'argent et ne signera pas avec lui un accord similaire à celui qu'avait signé Benny Gantz. Donc je ne parierai pas sur ce scénario irréaliste. Je vous rappelle tout de même, Daniel, que Netanyahou a été Premier ministre pendant 15 ans, qu'il demande finalement à être Premier ministre pendant 19 ans. C'est une aberration qui n'existe nulle part dans le monde démocratique. Et c'est cela aussi quelque chose que les Américains prennent en compte. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, on a bien compris ce qui se passe actuellement entre Israël et les États-Unis. Ce n'est pas particulièrement encourageant, en tout cas pour l'instant. C'est une situation intermédiaire qui risque d'être plutôt embarrassante, en tout cas au moins pour Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov, Emmanuel. Merci, Shabbat Shalom et Chodesh Tov.